Jean-Christophe Frisch, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes le directeur artistique de l'ensemble 18-21, le Baroque Nomade. Si je ne me trompe pas, l'aventure a commencé il y a 20 ans avec un ensemble qui s'appelait d'abord 18-21, Musique des Lumières, Oui. avec, de ce que j'ai pu lire, comme premier spectacle, les Indes galantes de Rameau. Ouh là là, mais vous remontez à l'époque des dinosaures, là. Mais c'est Oui. intéressant parce qu'on a déjà la notion des Indes, donc du voyage. Est-ce que c'était déjà prémédité? En fait, c'était pas vraiment prémédité, mais c'était une passion d'adolescence, les musiques du monde. Et à un moment, par un concours de circonstances, je me suis rendu compte que les musiques baroques sont les premières musiques qui ont été mondialisées et qu'il y a eu véritablement, historiquement, des échanges entre des musiciens, je sais pas, de la cour de Louis XIV ou de Rome et des musiques aux quatre coins de la planète. C'était l'époque du début de la colonisation, des grands échanges commerciaux, etc. Et la musique a participé énormément à cette circulation des idées, des hommes, etc. Et donc depuis effectivement 20 ans ou pas loin, je travaille sur cette idée que la rencontre musicale, on pourrait dire le crossover, a existé bien avant le XXe siècle et que évidemment, ce qui se passait à l'époque quand un musicien rencontrait un autre musicien, c'était la même chose que toujours. C'est oh, fais voir ton biniou, il est rigolo, je peux essayer, fais voir comment ça marche et qu'est-ce que tu joues. Tu m'apprends ta chanson, moi je t'apprends la mienne, etc. Et la musique a été un des moyens de contact relativement facile avec des populations indigènes, comme on disait à l'époque. Parce que d'abord, on n'a pas forcément besoin de parler la même langue pour faire de la musique ensemble. Et puis, quand on commence à parler la même langue, on peut discuter de musique sans que ce soit un sujet qui fâche, parce que parler politique ou religion, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, on parle de musique et d'astronomie, etc. Et c'est vrai qu'en Chine, ça a été particulièrement fécond pendant 2 siècles, puisque pendant 2 siècles, il y a eu des musiciens européens à la cour de Pékin qui ont fait de la musique, qui ont suscité de la musique, qui ont travaillé avec des musiciens chinois, etc. Et donc ça, c'est le premier univers exotique sur lequel on a travaillé depuis effectivement plus de 15 ans maintenant. Oui, et en fait, la découverte de ça, parce qu'on connaissait déjà un petit peu dans ces années-là le répertoire qu'on avait exporté vers l'Amérique latine, mais vers l'Asie, par contre, comment est-ce que vous avez eu vent de ça? Est-ce que c'est une découverte d'un manuscrit? Est-ce que c'est une information que vous avez pu découvrir par la rencontre de musiciens déjà ou... Alors, il y a une grande différence entre l'Amérique du Sud et l'Asie, c'est que la colonisation n'y a pas pris la même forme. En Amérique du Sud, il y a eu un génocide et une éradication totale de la culture antérieure, ou presque totale. En Asie, en Chine en tout cas, ça ne s'est pas passé du tout de cette façon-là. Il n'y a pas eu de véritable colonisation, sauf des tentatives plus ou moins avortées. Au XIXe siècle, c'est plus compliqué, mais en tout cas, à l'époque qui nous concerne, les Chinois restaient totalement maîtres chez eux. Et quand on leur apportait de la musique bizarre et des trucs genre des clavecins avec des touches sur lesquelles on appuyait et ça faisait gling, ils étaient intéressés par oh, quel drôle de truc. Et comme les Blancs ont des instruments bizarres pour faire de la musique, alors que nous, on en a des normaux. Et il faut vraiment voir les choses dans ce sens-là. Alors, comment est-ce que ça s'est produit? Vous savez, c'est des rencontres avec des personnes. Je travaille depuis des années avec un musicologue de la Sorbonne qui s'appelle François Picard, qui est un spécialiste d'ethnomusicologie historique en Chine. Donc, il a travaillé sur qu'est-ce qu'était la musique chinoise à cette époque-là. Et elle n'est pas forcément la même chose que ce qu'elle est devenue de nos jours, où, comme toutes les musiques, elle est influencée par tout ce qui se passe, par l'électronique, par l'enregistrement, enfin, toutes les musiques sont évolutives. Et donc, nous, on a travaillé à la fois sur les échanges qu'il y a et ce qu'on peut en tirer sur de la musique européenne qui a pris naissance en Chine, mais aussi sur ce que ces sources anciennes peuvent nous apprendre sur la musique chinoise et que des Chinois n'auraient pas pensé à dire. Vous savez que quand des étrangers arrivent dans un pays, ils ont tendance à décrire des choses qui semblent évidentes pour les autochtones. Donc on apprend sur le passé chinois des choses que les Chinois eux-mêmes ne connaissaient pas très bien. Et donc, en collaboration avec des musicologues chinois, on a fait des études absolument passionnantes sur qu'est-ce qu'on jouait, comment on jouait à ce XVIIe siècle dont on parle. Donc on va parler un peu du concert justement que vous avez donné le 4 août à Bruxelles et le 5 août à Louvain. Donc dans ce concert-là, il y a des compositeurs italiens, si je ne me trompe pas.
qui vont jouer. Il y a des instrumentistes chinois qui jouent sur des œuvres, on va dire, italiennes. Et puis aussi un compositeur chinois qui a composé dans le style, quelque part, occidental. Alors, pas exactement. Il y a effectivement des compositeurs européens, en particulier Teodorico Pedrini, qui est un compositeur très intéressant, un petit peu dans la veine de Corelli, mais avec une personnalité très forte, qui ont fait, c'est incroyable pour un compositeur de cette époque-là, mais qui ont fait leur carrière en Chine. On pouvait être un musicien du XVIIe siècle, avoir fait ses études à Rome et faire sa carrière à la cour de Pékin. Et donc on composait dans ces cas-là de la musique occidentale, j'allais dire normale, et il y a effectivement un répertoire né en Chine de musique occidentale normale, et dans cette musique il n'y a aucune trace d'influence orientale. Ces musiciens à l'époque ne cherchaient pas à faire une sorte de syncrétisme, réduire au plus petit dénominateur commun ces deux musiques, pour que c'était pas du tout leur logique. Ils avaient un grand respect pour la musique de l'autre, ils essayaient plutôt de la comprendre que de faire une sauce et un mélange qui est très réducteur. Donc il y a cet aspect-là. Il y a aussi de la musique, disons, typiquement chinoise du XVIIe siècle, qui est écrite par des compositeurs chinois sur des textes catholiques en langue chinoise. Donc on aura de la musique de cette sorte-là. On a aussi des indications tout à fait curieuses de musiciens chinois, chanteurs, etc., qui jouaient sur leurs instruments et avec leur background, je pourrais dire, la musique apportée par les étrangers. Et ils se l'appropriaient à leur façon, et ils chantaient et ils jouaient ces airs occidentaux à la façon chinoise. Mais les airs en question n'avaient pas été prévus pour ça. Et il se passe des choses tout à fait étonnantes, c'est que certains intervalles sont particulièrement difficiles à chanter pour les Chinois, les modulations sont compliquées à entendre parce que eux, ils sont habitués à une gamme pentatonique, leurs idées, leurs perceptions de la justesse ne sont pas les mêmes, donc ils vont transformer, progressivement faire évoluer ces musiques occidentales pour en faire quelque chose qui devient totalement chinois à notre oreille, mais pour eux, avec leur oreille chinoise, ça n'est pas chinois, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent parce que leurs critères, leurs moyens d'observation ne sont pas les mêmes. Ils reconnaissent que c'est de la musique qui vient pas de chez eux. Donc la construction s'est faite de cette façon-là. C'est une musique, c'est une néo-musique, on pourrait dire, qui ne pouvait pas naître autrement qu'au XVIIe siècle par la présence des étrangers européens en Chine. Donc c'est une nouvelle floraison, et ça n'est ni totalement de la musique chinoise, ni du tout de la musique occidentale. C'est de la C'est de la musique catholique qui est née pour l'édification du peuple chinois à la vertu chrétienne. D'ailleurs, les textes sont souvent plutôt du côté de la morale que du dogme religieux directement. On ne parle pas de Jésus, de la Vierge, etc. On parle plutôt de se comporter correctement dans la vie. Et finalement, on se rend compte que les Chinois et les Occidentaux ont les mêmes règles de vie. On ne fait pas du mal aux autres, enfin, etc. La morale est assez universelle, semble-t-il. Et alors, pour terminer, si vous pouvez parler un tout petit peu des instrumentistes qui vont jouer avec vous, parce que c'est une distribution un peu particulière pour un concert de musique baroque. Alors, il y a en particulier deux musiciens chinois qui sont tous les deux très chers à mon cœur, qui vivent tous les deux à Paris. L'un s'appelle She Kelong, c'est un chanteur et percussionniste. C'est un grand lettré chinois, un peu âgé maintenant. Il a appris la culture classique chinoise avec son oncle dans sa ville natale de Tianjin. C'est quelqu'un qui lit 20 000 caractères et qui connaît les caractères anciens des anciennes écritures chinoises, etc. C'est un puits de science absolument incroyable, et il a été d'une grande ressource pour comprendre ces textes anciens chinois qui sont absolument incompréhensibles pour la majorité des Chinois de maintenant. C'est un petit peu comme lire du français du XIVe siècle. Pour nous, sans un spécialiste à côté, c'est pas facile. Donc heureusement qu'il était là.
c'est une bête de scène à part ça. Il a une présence scénique absolument inouïe, une voix tonitruante. Enfin, c'est un type fabuleux. Et l'autre, Wang Weiping, c'est une joueuse de pipa et chanteuse qui a fait ses études dans sa ville natale de Xi'an, grande virtuose de son instrument, et qui est venue pour des raisons plutôt politiques, disons au départ en France, qui n'a pas souhaité à l'occasion d'une tournée retourner en Chine. Elle s'est établie ici et elle fait sa carrière maintenant essentiellement en France et en Europe. Bon, ben, je ne peux que donner rendez-vous au public pour le concert du 4 les concerts des 4 et 5 août prochains pour découvrir cette musique tout à fait originale et ce travail que vous faites depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Donc merci beaucoup et à très bientôt. Merci Bernard et à Au bientôt. revoir.